Bonjour à tous, bonjour Pierrick Mazelier, vous êtes le directeur général d'Humbert Beretta. L'année, la saison de chasse vient de se terminer, ça a été une saison de chasse évidemment particulière avec le Covid. Comment vous l'avez ressenti, comment les chasseurs l'ont ressenti cette année, avec notamment cette période du mois de novembre où ils n'ont pas pu chasser? La chasse, globalement, on a de la chance, elle a pu perdurer grâce aux efforts de nos instances, la FNC qui a fait un énorme travail pour nous permettre de poursuivre notre passion. Ouais. Elle n'est pas terminée, Baudouin, parce qu'il y a une prolongation jusqu'au 31 mars pour le grand gibier. C'est vrai. Globalement, les chasseurs ont eu cette chance de pouvoir pratiquer leur passion. Ils se sont mobilisés autour de ce qu'ils pouvaient faire parce que le Covid a cessé beaucoup d'activités d'extérieur. Donc on en a bénéficié de façon positive. Et alors justement, comment est-ce qu'on a pu réussir, comment est-ce que les chasseurs en France ont pu réussir à continuer de chasser malgré notamment les périodes de confinement? Eh bien, on a eu la chance d'être d'utilité publique. Donc les battues au grand gibier ont pu s'opérer pour éviter qu'il y ait des accidents de la route notamment, pour éviter les dégâts de grand gibier sur les cultures. Dans le même temps, la chasse au petit gibier a pu reprendre quand le déconfinement s'est ouvert. Ouais. Et puis cette prolongée aussi au niveau de la chasse du petit gibier. Exactement. Alors, pour parler à proprement parler du secteur, et avec vous, on souhaitait parler de l'armement. Donc, il y a eu de la vente de fusils, de carabines. Il y avait une certaine appréhension évidemment du secteur, des armuriers. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement, sans forcément rentrer dans les détails des chiffres, mais la tendance cette année, sur une année où on pouvait vraiment avoir une certaine appréhension? Mais il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été la sidération avec le confinement total. Donc les points de vente ont été fermés. Seuls les points de vente qui étaient multicanal ont pu continuer à travailler. Ouais. Je pense à ceux qui avaient des sites internet ou qui ont mis en place du click and collect. Certains ont pu continuer à travailler, même si ce n'était pas dans des conditions optimales. On a maintenu, on va dire, un semblant d'activité. Tout de suite derrière, la reprise s'est opérée. On a eu des surprises, puisqu'on pensait que notre marché allait s'effondrer. Et puis au final, on s'est rendu compte que derrière, il y a eu un engouement, un besoin de se faire plaisir, d'autres de se recentrer sur son activité favorite. Donc la plupart des armuriers ont plutôt bien travaillé sur l'année, ce qui est satisfaisant. Et nous, on a suivi de manière générale. Voilà, on a suivi la tendance, si tu veux, de manière générale, quoi. Et alors, aussi bien, je dirais, sur les armes rayées que sur le lisse? Oui, les deux ont fonctionné. Ce qui a un petit peu subi la crise, c'est principalement les armes de sport, puisque les stands de tir étaient fermés. Tout ce qui était en extérieur a pu réouvrir une partie de l'année. Mais les stands de tir intérieur ont été fermés jusqu'à présent. Donc le tir sportif a subi une baisse. En contrepartie, la chasse s'est bien comportée. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'avec l'impact du confinement, on pouvait s'attendre à ce que ça soit compliqué pour les chasseurs et pour les professionnels du monde de la chasse. Vous avez été aidés quand même malgré tout, et notamment il y a la FNC bien sûr et Interprochasse. En quoi justement ils ont pu vous aider pour continuer à travailler plus concrètement? Alors le monde de la chasse dispose de plusieurs entités qui nous représentent. Tu l'as cité, la FNC qui représente les chasseurs dans leur globalité, qui a fait un travail énorme de lobbying pour pouvoir maintenir la chasse au grand gibier et être classée d'intérêt général. Ce qui a été hyper positif. Hyper positif à deux titres. D'abord parce qu'on a pu pratiquer notre passion et deuxièmement parce que dans l'opinion publique, je pense que ça vulgarise aussi la chasse. C'est-à-dire qu'on a un véritable intérêt. Ouais. On n'est pas uniquement des chasseurs-préleveurs, on fait aussi de la régulation sur du grand gibier et ce qui est nécessaire puisque les agriculteurs ont besoin de protéger leur culture et puis tous les gens qui pratiquent qui conduisent savent bien qu'un sanglier sur la route, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est ça. À l'inverse, on a senti aussi un peu une scission quand même malgré tout. Oui, mais je pense que si tu veux, comme dans toute
Dans toute décision, il y a des gens qui sont pour ou contre. Au final, ce qui est important, c'est que et les chasseurs de petit gibier et les chasseurs de grand gibier ont pu pratiquer leur passion. Deuxième entité qui est importante, c'est Interprochasse. Interprochasse qui réunit l'ensemble des acteurs de la profession, aussi bien les éleveurs que les armuriers, les fabricants. L'interprofession, c'est une interprofession qui fait partie du ministère de l'Agriculture et qui nous permet de communiquer sur la chasse. Je te donne juste un exemple. Par exemple, on a mis en place à travers l'interprofession, c'est Jean-François Finot qui a mis ça en place, une action qui dure, qui s'appelle les chasseurs en du cœur, où on distribue des repas à des gens qui sont dans le besoin à travers la banque alimentaire. Et donc ça, c'est une image très positive de la chasse. En réalité, le gibier est redistribué sous forme de plats préparés par des chefs auprès de gens qui en ont le besoin. Et alors, si on repart Alors je termine. Oui, la troisième entité, c'est notre syndicat, le SNAFAM, qui est le syndicat national des fabricants d'armes et de munitions, qui lui opère plutôt dans un cadre législatif. C'est-à-dire que c'est notre moyen de pouvoir peser sur le législateur, demander des modifications de législation, peser en tant que syndicat des armuriers et des fabricants d'armes et de munitions, mais aussi pour la chasse. Par exemple, on intervient sur des grands changements, le livre de police numérique, etc. Voilà. Ok. Alors on parlait justement de changement de législation. Il y a un changement qui va s'opérer prochainement dans les années à venir. C'est la problématique du plomb. Vous, en tant que fabricant, distributeur, comment est-ce que vous voyez ce changement et surtout, est-ce que vous pouvez rassurer un peu les chasseurs de ce point de vue-là? Alors, le changement, il s'opère de façon européenne. C'est une législation européenne. On va être obligé de s'adapter puisqu'on ne peut pas rester se camper sur nos positions. On a déjà eu ce genre de changement lorsqu'il y a eu une législation sur le tir à la bille d'acier en zone humide. Ouais. À cette époque, nous, on s'est aperçu en tant que fabricants d'armes que ça nous a plutôt favorisé puisque les gens ont changé leurs armes pour pouvoir s'adapter à la nouvelle munition. Ça n'a pas causé de problème. Je pense que ceux qui seront les plus impactés sont les industriels de la cartouche, parce que là, il y a des investissements forts à faire, changement de machine, changement de process de fabrication, changement bien sûr de composants, etc. Donc il faut que les fabricants de munitions, et je pense que tu en discuteras avec Yvan, opèrent des vrais changements industriels. Tandis que nous, nos armes, elles sont déjà multitâches. On peut tirer du plomb, on peut tirer de l'acier, tu vois. Donc je pense que pour nous, c'est pas un changement énorme. Ce sera plutôt en revanche aux chasseurs, à certains chasseurs qui auront besoin de s'équiper. La plupart des chasseurs sont déjà équipés avec des armes qui sont multi types de cartouches. Tout ce qui a un choc, par exemple, il n'y a pas de changement pour eux. Tout ce qui n'a pas de choc, un choc fixe, fusil de famille, tu vois. Là, par contre, il faudra opérer un changement, soit faire monter des chocs sur son fusil, ce qui est possible, ou alors basculer sur du fusil neuf, et ils penseront à nous. C'est ça. Comment vous voyez la prochaine saison de chasse? Comment vous voyez on a fait finalement plutôt une bonne année en 2020 au niveau de la chasse, dans le secteur global, lorsqu'on discute avec les armuriers. Là, les tendances, alors évidemment, on est au mois de mars, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que l'année sera intéressante? J'en ai aucune idée. D'abord, parce qu'on est vraiment au tout début. La saison, pour nous, elle débute au 15 août, tu vois. Les prises de commandes de début d'année sont bonnes, parce que justement, quand on sort d'une bonne année, généralement, les stocks sont assez bas. Il y a plusieurs tendances qui s'opèrent en ce moment. Des rallongements de délais de fabrication, dû principalement à de la pénurie de matières premières. Donc je pense que notre métier est en train de s'adapter à ça et surcommander un petit peu en début d'année pour éviter les ruptures. Malgré tout, sur la chasse en elle-même, je suis assez confiant parce qu'on a des tendances plutôt bonnes, même sur du long terme, tu vois, parce que je pense que les changements qui s'opèrent actuellement
sur l'éco-bio, l'agriculture plus bio, plus responsable. Revenir à une nourriture plus saine. Voilà, je pense que c'est très bon au final. Ouais. Parce que c'est bon pour le biotope, c'est bon pour le gibier, ça améliore le milieu. Les chasseurs font partie de ce milieu, aident justement à l'amélioration du milieu. Donc moi je suis assez positif sur les années à venir. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui te remercie, Benoît.